le monde et bienvenue. Je pense que la plupart de nos amis du Québec, vous prenez le temps de manger en même temps que vous allez suivre la session, donc je vous souhaite un bon appétit. Et voilà, et merci à toute l'équipe de la FAT pour l'invitation. Et donc, pour l'organisation, cette session, je vais bien préciser, ne sera pas exhaustive en termes d'outils inclusifs, hein, comme on en avait discuté avec Maxime. J'ai dû faire une petite sélection de certaines fonctionnalités que j'avais envie de partager avec vous. Et donc, il faut bien tenir compte que voilà, de ce que je vais montrer, ce n'est qu'un échantillon des possibles, de ce que vous pourrez exploiter au niveau de la facilité d'inclusion des apprenants grâce aux outils Microsoft Éducation. Donc, je vais, sans plus attendre, vous partager mon écran. Voilà, je vais également vous partager mon audio. Et voilà, est-ce qu'au niveau de l'équipe de la FAD, vous pouvez me confirmer que vous avez un bon retour écran et que tout le monde voit mon Teams? C'est parfait, Sébastien. Magnifique, magnifique. Et donc, voilà, Maxime et l'équipe se chargeront de garder un œil pour moi sur le chat. Et donc, à différents moments, Maxime, donc tu peux me relever au fur et à mesure les questions pertinentes qui émergeront. Ça va? C'est très Bien, bien. bien, bien. Donc ici, je suis connecté sur une plateforme Microsoft Education. Donc c'est une plateforme scolaire standard de niveau académique 1 au niveau des licences. Donc je pars vraiment de la formule de base des outils pour vous montrer déjà qu'il y a un univers de possibles de ce qu'on peut faire avec tout ça, déjà dans sa version complètement gratuite pour les écoles. Et parmi tout ce que Microsoft propose, j'avais envie de commencer avec, je pense, le meilleur outil inclusif que je connaisse, parce qu'il a l'avantage d'être gratuit, directement disponible pour chaque utilisateur et utilisatrice. Il ne demande aucun travail préparatoire de la part des professeurs, des enseignants, des enseignantes, et on peut vraiment l'activer en 2 clics. C'est une technologie qui a été 100% développée par Microsoft et qui s'appelle le lecteur immersif. Alors, le principe de ce lecteur immersif, c'est que c'est un outil technologique en ligne intégré dans la plateforme Microsoft. Donc, vous pouvez en fait le lancer depuis plein d'endroits. Vous pouvez le lancer dans vos mails Outlook quand vous lisez votre courrier. Vous pouvez le lancer dans Teams quand vous êtes dans un chat, quand vous êtes dans un document partagé en coécriture, quand vous êtes dans une conférence. Vous le retrouvez dans Word Online. Vous le retrouvez dans PowerPoint Online. Il sortira très, très, très prochainement aussi dans Excel Online. Vous l'avez dans Forms, mais également, vous allez le retrouver dans OneNote. Et je vais même vous donner une astuce aujourd'hui pour pouvoir l'ouvrir dans Sway et même dans d'autres sites Internet. Et donc, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble, je vais partir d'un document Word Online assez simple. On va partir d'un un document de travail sur le compte des 3 petits cochons. L'idée ici, c'est de démarrer avec un document Word que moi, professeur, j'ai simplement peut-être déposé dans Teams pour le lire avec mes élèves, ou je l'ai envoyé en devoir Teams à mes élèves, ou je l'ai déposé sur mon Drive. Ça n'a pas vraiment d'importance. Le document peut venir directement de mon PC. Je ne suis pas obligé de l'avoir rédigé en ligne directement, donc je peux partir d'un élément existant. La seule nécessité, c'est que je l'ai déposé quelque part sur la plateforme Microsoft de mon établissement. À partir de là, si je le rends disponible auprès de mes élèves, je dois juste expliquer à mes élèves que voilà, s'ils ont besoin d'une lecture adaptée à leurs besoins spécifiques pour ce document, ils ont 2 clics à faire. Un premier clic sur le bouton affichage, ici, et ensuite un deuxième clic sur ce bouton qui s'appelle lecteur immersif. En cliquant là-dessus, eh bien, les élèves vont se retrouver individuellement dans cette fenêtre, donc qui est une réinterprétation du texte du document que chaque personne va pouvoir individuellement adapter à ses besoins avec toute une série d'automatisations. Point très important, l'interface de lecture que je vais me composer ici devant vous en tant qu'élève, elle va être enregistrée sur la plateforme Microsoft de mon école au niveau de mon compte utilisateur ou utilisatrice. Et donc, à chaque fois que je relancerai le lecteur immersif à l'avenir, dans d'autres situations, au niveau de la plateforme, avec d'autres documents, fichiers, ressources, eh bien, mon interface adaptée sera conservée et se rouvrira exactement dans le même état au fur et à mesure de mes différentes lectures. Le principe de cette interface, c'est qu'elle soit hyper épurée. Et donc, on va retrouver une flèche de sortie en haut à gauche. Si je clique dessus, ça me ramène à mon document d'origine fourni par le professeur. Ici en haut à droite, je vais retrouver le bouton des préférences de texte, des préférences de grammaire et des préférences de lecture.
ici mon texte au centre de l'écran, une touche de lecture et une touche d'option audio. On va regarder ensemble comment tout ça fonctionne. Donc, le premier bouton d'option, c'est les préférences de texte. Lorsque je vais les ouvrir, je vois qu'il y a un volet qui s'ouvre à droite de l'écran et qui me permet, en tant qu'élève, de choisir ma taille de texte préférée en fonction de mes besoins en lecture. Je vais également pouvoir ici régler l'espace d'interligne du texte. Je vais pouvoir ici régler le choix de 3 polices qui ont été sélectionnées comme les 3 polices les plus lisibles au monde pour les personnes souffrant de dyslexie ou de troubles de l'apprentissage. Je vais également ici retrouver des palettes de couleurs qui vont me permettre d'adapter mon interface de lecture en fonction également donc, de mes besoins. Là, on s'adresse un peu plus aux troubles de l'attention, par exemple, en lecture, puisqu'il a été prouvé que cette palette de couleurs inclut une série de teintes qui peuvent aider les élèves souffrant de certains troubles de la concentration à pouvoir mieux s'immerger dans leur activité de lecture. Moi, je vais choisir cette couleur. Alors, vous constatez que dans mon texte, il y a du gras ici, il y a de l'italique, il y a sans doute du souligné qui traîne quelque part. Et donc, ça, c'est des choses qui peuvent vraiment être dérangeantes quand on va faire une lecture pour décoder le texte. Et donc, ce bouton-ci va me permettre, en un clic, de normaliser l'ensemble du texte en enlevant tout ce qui est italique, gras et souligné pour avoir vraiment une écriture bien droite et plus facile à lire. Au niveau du deuxième menu, les options de grammaire. Là, vous allez retrouver des fonctionnalités assez sympathiques comme la découpe syllabaire. Ça va me permettre de rajouter des points médians qui vont se rajouter au niveau du texte entièrement automatiquement pour aider les élèves à pouvoir décoder ce texte plus facilement ou les soutenir également dans leur apprentissage de la lecture. Ensuite, ici, nous avons la détection des rôles grammaticaux, donc les noms, les verbes, les adjectifs et les adverbes, que l'élève va pouvoir activer ici en un clic afin de pouvoir, comme vous le constatez, avoir des couleurs qui vont se rajouter ici dans le texte. Et donc, ces couleurs vont permettre d'identifier au premier coup d'œil tout ce qui est nom, verbe, adjectif et adverbe. Je précise également que vous avez des petits labels, des étiquettes qui peuvent être rajoutées ici au-dessus des mots et qui sont là pour aider les élèves qui ont peut-être un petit peu de mal à décoder les couleurs lorsque l'aide visuelle colorée ne leur suffit éventuellement pas. Alors, le dernier bouton ici s'appelle les préférences de lecture. Ces préférences de lecture, elles vont me permettre ici d'activer une ligne de concentration en lecture que je vais pouvoir faire naviguer avec des petites flèches, vous voyez, ici sur mon écran, ou si l'écran est tactile, je pourrais appuyer dessus. Je peux également utiliser la roulette de ma souris ou les touches, les flèches haut et bas de mon clavier. Et ça me permet de me concentrer beaucoup plus dans la lecture de mon texte, ainsi ici que d'élargir la fenêtre à 3 ou 5 lignes. Alors, cette taille de fenêtre va dépendre dans les propositions de la taille de police que j'ai choisie et de la quantité de texte, tout simplement, qui s'affiche devant moi. Enfin, nous avons une option qui s'appelle l'imagier ou le dictionnaire d'images qu'on peut choisir d'activer. Et dans ce cas-là, si je clique par exemple sur le mot cochon, eh bien, je vais avoir une illustration du mot dans un contexte adapté qui va être proposé pour aider l'élève à essayer de comprendre ce que le mot signifie. Alors là, si je n'ai pas fait d'erreur, Maxime, tu me confirmeras, normalement, je vais vous transmettre le son de mon ordinateur. Et donc, quand je vais cliquer sur le mot cochon, normalement, Maxime, est-ce que tu as entendu ? Très bien. Ah voilà. Et donc, le lecteur immersif nous fait la lecture du mot en temps réel quand on active cette petite fonctionnalité. Alors, si je prends le mot maison, on va parfois retrouver, vous voyez, plusieurs illustrations. Et ici, de nouveau, la possibilité de lire le mot maison. Dans la dernière option possible, on a une aide à la traduction. Donc moi, ici, par exemple, je vais prendre, on va faire simple, on va prendre anglais, Canada, hein, pourquoi pas. Et donc, je peux demander un soutien de traduction par mot. Dans ce cas-là, si je prends, par exemple, le mot petit, je vais avoir ici le mot en français. Petit. Et ici, je vais avoir le mot Little. en anglais, little, qui est prononcé. En plus des images, on a donc cette prononciation qui est proposée dans différentes langues.
si je me souviens bien, je pense qu'il y a une septantaine ou 80 langues à peu près qui sont déjà prises en compte dans le système. Mais on peut également demander une aide de traduction pour l'ensemble du texte. Et dans ce cas-là, je vais avoir mon texte, vous voyez ici, en anglais, intégralement traduit par l'assistance. Et ici, j'ai la possibilité de basculer de English en original, qui est le texte français pour l'occasion. Donc, l'outil est complètement multilingue. Et ça, c'est vraiment très intéressant hein, pour l'anglais, pour le français, mais aussi pour l'apprentissage des autres langues étrangères, l'espagnol, le chinois, pourquoi pas. Le mandarin est repris ici dans les propositions. Donc, on a vraiment énormément de possibilités. Enfin, pour terminer, si je me place par exemple en début de texte, je vais pouvoir appuyer ici sur la touche Play en bas de l'écran. Et dans ce cas-là, Il était une fois 3 petits cochons qui vivaient avec leur maman dans une petite maison. je ne vais pas vous faire tout le conte des trois petits cochons, hein, je crois que vous connaissez l'histoire, mais vous voyez qu'on peut donc se faire lire le texte. Et vous avez vu, hein, cette fenêtre en pointillé va suivre les mots au rythme de la voix, ce qui permet aux élèves d'avoir une perception double canaux, visuelle et auditive, qui va les aider considérablement dans l'immersion de lecture et dans la concentration pour pouvoir aborder plus facilement le texte. Enfin, les options de la voix me permettent ici de régler cette vitesse selon 10 niveaux de lecture, de la tortue jusqu'au lièvre, ici, ça c'est un autre compte. Et nous avons également une voix féminine ou masculine qui sont proposées en fonction de nos préférences pour la lecture. Un petit clic ici, on voit que le document du professeur original n'a pas bougé, et ça c'est le point le plus important. Hein. Donc, d'une même ressource unique, communiquer à un ensemble très important de lecteurs ou lectrices, chacun et chacune, grâce au lecteur immersif, peut bénéficier d'une interface de lecture 100% personnalisée en fonction de ses besoins, sans avoir rien à installer, une configuration qui se sauvegarde, zéro travail préparatoire du professeur, le tout dans l'ensemble de l'environnement de la plateforme Microsoft Education. Voilà, voilà. Max, est-ce qu'on a éventuellement des questions ou remarques intéressantes dans le chat? Oui, en fait, j'aurais deux questions pour toi, Sébastien, concernant le Oui. lecteur immersif. Quelqu'un nous fait remarquer qu'il existe une police pour les dyslexiques qui s'appelle Open Dyslexic. Peut-on Oui. ajouter une police dans le lecteur immersif? Non, on ne peut pas manuellement ajouter de police, mais les équipes de Microsoft Education qui ont développé le lecteur immersif travaillent en étroite collaboration avec une association américaine. Alors, c'est Made Dyslexia, si je me souviens bien. Je vais juste revérifier. Made by Dyslexia, voilà. Donc, il est possible tout à fait de contacter cette association. Donc, c'est une association de parents américains d'enfants dyslexiques et en troubles de l'apprentissage. Je pense que c'est la plus grande fédération aux États-Unis. Et c'est elle qui est consultante, si tu veux, au niveau du développement pour les parties inclusives de l'outil. Et donc, c'est avec l'aide de cette association et de différents consortiums de neurologues et de psychologues en sciences de l'éducation spécialisés qu'ont été choisis les polices présentes dans le lecteur immersif. Donc, il est possible d'en faire ajouter, il est possible de le faire évoluer dans certaines directions. Et donc, soit pour ces parties-là, on peut contacter cette association, soit il existe également des possibilités au niveau des outils Microsoft pour pouvoir, au niveau d'un forum, proposer des optimisations qui peuvent être soumises à des votes du public. Et en fonction des votes, alors des fonctions peuvent être ajoutées. Excellent, merci Sébastien pour la réponse. Deuxième question, est-ce que le lecteur immersif fonctionne avec des PDF, documents PDF? Non, pour l'instant non, mais on peut contourner un petit peu. Alors, le lecteur immersif dans la version navigateur sur PC ne le permet pas, mais on peut activer le lecteur immersif sur des smartphones et des tablettes, aussi bien Android qu'iOS, et en installant l'application qui s'appelle Microsoft Lens, qui est disponible gratuitement sur les deux OS tablettes et smartphones. Et à partir de là, dans le Microsoft Lens, on peut importer un PDF ou on peut scanner un document papier pour en faire un PDF et activer à la volée la reconnaissance optique de caractère qui propose une lecture en mode lecteur immersif. Donc, il est sans doute prévu dans la roadmap de rajouter l'intégration des PDF aussi dans la version web de la plateforme, mais actuellement, en ce jour, elle n'est pas encore disponible. Parfait. Deux fois la même question qui est revenue. Est-ce que c'est disponible en mode hors connexion?
Non, le lecteur immersif en fait fait appel à un réseau neuronal au niveau des serveurs Microsoft sur Azure. Donc, il s'en sert notamment pour interpréter les textes, proposer des suggestions d'images qu'on a vues, etc. Idem pour les fonctions de traduction langagière. Donc, il nécessite de travailler en mode online pour pouvoir être activé. Excellent. Dernière question avant le prochain outil, Sébastien. Marie-Josée nous demande, peut-on modifier le texte dans l'interface du lecteur immersif? Non, Sinon, est-ce que c'est prévu? Non, ce n'est pas prévu parce que le lecteur immersif, comme son nom l'indique, est un lecteur. Ce n'est pas une interface d'édition. Et donc, l'idée, en tout cas pour l'instant, dans son développement, c'est que je passe donc de mon interface de lecture adaptée, je peux me positionner, je peux décoder. Et là, dans la partie de Word, je vais pouvoir faire des adaptations. Et on va comprendre, en fait, Maxime, avec des autres fonctionnalités que je vais montrer après, justement, dans Word, qu'il y a déjà aussi plein de choses pour l'inclusion directement dans le Word Online et dans le Word professionnel que les élèves vont pouvoir utiliser à ce moment-là. Excellent. On peut passer au deuxième outil. Merci, Sébastien, pour les réponses. Mais avec un grand plaisir. Et merci pour ton relais des questions. Alors, eh bien, écoutez, comme on est dans Word, on va y rester et je vais faire le lien avec cette excellente question qui avait été posée justement de, OK, je suis un élève ou une élève avec des problèmes d'apprentissage et je dois travailler dans un document, donc dans du Word. Comment est-ce que je peux avoir de l'aide pour mon travail? Là encore, je ne vais pas pouvoir tout montrer, mais j'ai identifié 2 ou 3 fonctions vraiment sympathiques que j'apprécie beaucoup au niveau de l'inclusion et des facilitateurs. Donc, ça ne se limite pas aux élèves qui ont des troubles de l'apprentissage. C'est vraiment des fonctions qui vont pouvoir être utilisées par tous les élèves pour pouvoir travailler plus facilement et, entre autres, de manière plus inclusive dans un document Word. Alors, je vais revenir sur ce document dans quelques instants. Je vais m'en créer un nouveau pour avoir une page blanche pour travailler et vous montrer d'abord quelque chose d'assez intuitif, mais qui est trop sous-utilisé aussi au niveau des élèves et même des professeurs. Dans le Word, vous avez, dans le menu d'accueil, un bouton ici qui s'appelle « Dicter ». Lorsqu'on va cliquer dessus, on va avoir, vous voyez ici, le mot dessus est déjà apparu, vous voyez, on a une petite barre flottante qu'on peut déplacer partout à l'écran et qui va me permettre, lorsque je vais cliquer sur ce micro et qui va s'allumer en rouge, de pouvoir dicter du texte, donc faire du speech to text directement dans mon Word Online. Avant de l'utiliser la toute première fois et de l'activer, je vous conseille d'aller dans les options, les settings qui sont ici. Et là, vous allez pouvoir définir dans quelle langue est-ce que vous allez vous exprimer et définir également vos options de microphone et voir éventuellement si vous souhaitez, par exemple, un filtre pour les gros mots ou les expressions un petit peu sensibles pour éviter qu'elles ne se retrouvent dans la typographie. Et également, vous avez une fonction optionnelle qui est la ponctuation automatique qui va proposer d'essayer de suggérer des ponctuations au bout de vos phrases. On va l'activer pour le test. Je vais enregistrer mes settings et maintenant, je vais faire un test. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de me trouver avec vous aujourd'hui pour cette semaine de formation et pouvoir vous présenter les outils inclusifs qui sont mis à disposition des professeurs et des élèves partout dans le monde grâce à Microsoft. Voilà. Je pense que tout le monde a compris comment ça fonctionne. Alors, j'ai omis de vous préciser également qu'on a des petites fonctions de mise en page basique qu'on peut commander à la voix. Je vais vous faire un exemple. Exemple de mise en page. Saut de ligne. Saut de ligne. Voilà, vous voyez qu'on peut donc rajouter des espaces. Et si je n'avais pas activé la ponctuation automatique, le système pourrait réagir à des mots-clés comme point, virgule, point d'interrogation, point d'exclamation. Ouvrez les guillemets. Ah, là, je l'ai un petit peu raté, mais vous avez compris le principe. Voilà. Et donc, ici, c'est
petite démonstration interactive, hein, sans filet, en direct, de cette capacité de pouvoir dicter du texte. Hein. Ça fait gagner un temps incroyable dans les productions de contenu pour les élèves, dans les productions de contenu par les élèves, pour des élèves qui sont parfois blessés avec un plâtre ou une attelle, des élèves qui ont des troubles de l'apprentissage pour l'écriture, qui ont une dyslexie qui peut les handicaper éventuellement légèrement également dans les travaux de rédaction. Donc voilà, ça ouvre un très chouette univers de possibles. Et de nouveau, c'est nativement intégré. Il ne faut rien installer, rien configurer, à part les premiers petits settings que je vous ai montrés. Et donc, ça fonctionne super, super bien. Alors, en complément de ça, pour rester dans ce thème de Word, eh bien, vous voyez qu'ici, à côté de la fonction dicter le texte, nous avons une petite flèche. Si on appuie sur cette petite flèche, on a un menu en tiroir qui apparaît et qui s'appelle transcrire. Ça, c'est une fonction qui est quasiment inconnue de la plupart des gens que je rencontre en formation. Et donc, cette fonction transcrire, elle va me permettre directement dans mon Word Online d'uploader des fichiers audio pour que Word Online écoute le fichier audio et me fasse la retranscription automatiquement. Donc, c'est extrêmement puissant et très facile d'utilisation. Donc, je peux également faire de l'enregistrement différé directement dans Word. Ici, moi, j'ai fait de l'enregistrement, enfin du speech to text à la volée. On pourrait aussi fonctionner différemment. Je pourrais m'enregistrer en train de parler pendant un long moment sans utiliser le dicté ici de la barre d'outils. Et donc, le fichier son qui serait enregistré pourrait alors être retranscrit dans un deuxième temps par Word pendant que je m'occupe de travailler sur autre chose. Donc ça, c'est une première fonctionnalité. La deuxième fonctionnalité vraiment que je préfère, c'est l'upload de fichiers audio. Par exemple, j'ai fait une interview pour le journal de l'école, pour un reportage, je me fais un pense-bête avec mon téléphone comme dictaphone, enfin, il y a plein de possibilités. Et donc, je n'ai qu'à aller récupérer ces fichiers son. Alors ici, je vais essayer d'aller retrouver ici un fichier son. J'essaie de voir, je dois en avoir un qui traîne quelque part pour vous faire la démonstration. Voyons voir. C'était... Non. Je suis un petit peu désordonné dans mes notes. Je devrais retrouver ça. Voilà, c'est ici. Voilà. Donc ici, un petit fichier son, un fichier wave que je vais aller uploader. Donc il était sur mon disque dur. Hein. Je n'ai pas vu mon explorateur de fichiers parce que je n'avais pas partagé la fenêtre, mais j'ai simplement été dans mes fichiers de mon ordinateur, chercher le document et j'ai fait un glisser-déposer dans la fenêtre. Alors, c'est un petit fichier son. On voit qu'il est déjà uploadé et en cours de retranscription à 93%. Ça va prendre, voilà, évidemment, plus ou moins de temps en fonction de la longueur de la piste son que vous allez uploader et de la complexité du texte. Moi, ici, je vais laisser le système travailler un tout petit peu pendant qu'on va travailler sur autre chose, le temps qu'il peaufine. Et une fois qu'il aura atteint les 100%, on pourra revenir sur cet onglet pour analyser. Et bien voilà, c'est fini. Le temps que je vous parle, c'est terminé. Et donc, vous voyez qu'ici, j'ai ma piste audio que je peux évidemment écouter. J'ai enregistré ce texte pour la conférence que j'ai prévu de présenter aujourd'hui. Voilà, donc petit, vous voyez, enregistrement dans une pièce avec mon téléphone, on entend que ça résonne un petit peu. Hein. Je peux m'écouter, je peux avoir également plusieurs pistes à la suite hein, pour avoir des espèces de chapitres. Et regardez, ce qui est vraiment intéressant, c'est ici. Il y a un titre de lecteur qui s'appelle Présentateur 1, qui est proposé automatiquement, qui démarre à 0 secondes de l'enregistrement. Et donc, pendant les 7 secondes qui suivent, j'ai enregistré ce texte pour la conférence que j'ai prévu de présenter aujourd'hui. Vous avez la retranscription exacte de la phrase qui est dans l'enregistrement. Et là, évidemment, mon texte est un petit peu simple, mais on imagine que je sois vraiment dans une interview et qu'il y a par exemple 2 personnes qui parlent. Le système va être capable de comparer les voix et de comprendre qu'il y a une voix d'une personne numéro 1, une voix d'une personne numéro 2, voire une numéro 3, une numéro 4. Il nommera automatiquement ces personnes présentateurs 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite, et va leur associer les phrases qui sont dites dans le texte. De là, moi, je pourrais demander de renommer le présentateur 1 en disant, ben, en fait, non, c'est Sébastien. Et je veux que toutes les phrases attribuées à présentateur 1 soient attribuées à Sébastien. Et ensuite, j'aurais pu interviewer Maxime, par exemple. Et dans ce cas-là, les phrases dites par Maxime, j'aurais pu renommer présentateur 2 en Maxime et on aurait pu voir l'ensemble d'un échange. À partir de là, je peux appuyer sur les petits plus ici pour ajouter les sentences, donc les morceaux de phrases ici directement dans mon document, ou je peux également, si j'ai un échange beaucoup plus long et que je veux l'intégralité, je vais pouvoir utiliser ici en bas le bouton « Ajouter au document »
Et là, j'ai plusieurs possibilités. Soit uniquement le texte de ce que les personnes disent, soit le texte de ce qu'elles disent avec leur nom, tel que je l'ai associé, soit le texte avec l'horodatage, soit le texte avec le nom des personnes qui parlent et l'horodatage. Et si je fais ça, eh bien, je vais avoir ici un lien URL pour récupérer le fichier audio, que je peux choisir de laisser dans le document ou pas. Je vais avoir le titre du fichier, si je lui en ai donné un, sa retranscription, l'horodatage, le nom des personnes qui parlent, et à chaque fois, les phrases. Et donc, on peut avoir un script vraiment façon théâtre ou cinéma. Et c'est un gain de temps vraiment énorme dans plein de situations d'apprentissage, que ce soit dès l'école fondamentale jusqu'à, pourquoi pas, l'université. Donc voilà, ça c'est la fonction dicter et la fonction transcrire. Est-ce que ça a éveillé éventuellement des questions ou remarques, Max, Oui, au niveau du chat? beaucoup, Sébastien. Ah, Le clavardage est en feu, comme on dit. waouh! Je vais t'en citer quelques-unes. Vas-y, vas-y. Première question. Encore une question par rapport au Wi-Fi, Sébastien. Est-ce Oui. que la fonction dictée dans Word est seulement accessible en ligne? Alors là, ça va dépendre de la licence qu'on a, la licence Microsoft. Si je suis dans une licence A1, je suis dans mon browser, donc j'ai besoin de la fonction Internet. Mais le dicter le texte, on peut le travailler offline sur un ordinateur quel qu'il soit, avec la suite Office installée, si on dispose d'Office 365. Pour les versions Office 2013, 2016, 2019, certaines de ces variantes de l'Office intègrent déjà cette fonction. Je ne sais plus les dates exactes parmi les différentes distributions, mais voilà. Et au niveau de l'Office 365 professionnel qu'on peut installer dans le Word Pro en 365, on va pouvoir avoir la fonction et on va pouvoir la travailler offline. Parfait. Est-ce qu'on peut créer un tableau, Sébastien, dans Word et démarrer l'option dictée dans une cellule d'un tableau? Oui, absolument. Moi, ici, je suis parti sur un cadre standard, qui était le canevas A4 du document, mais je peux tout à fait cliquer à l'endroit où je veux ajouter mon texte, lancer, en effet, comme ce soit un tableau, une cellule de texte déplaçable. Tout est possible, oui, sans problème. Excellent. Est-ce que c'est possible d'avoir un exemple avec une phrase mathématique? Non. Non, parce que ici, on est dans le Word Online qui ne reprend pas la fonctionnalité qui est disponible dans Word Professional, qui est l'écriture scientifique. Dans le Word Online, pour l'instant, on va contourner le problème avec une toute nouvelle fonction qui est sortie la semaine dernière, en fait, Max. Dans Insertion, on a enfin la possibilité de dessiner dans le Word Online. Donc, on peut passer sur de l'écriture manuscrite qui permet voilà, de dessiner et schématiser toute forme d'écriture scientifique. Donc, pour l'instant, c'est la meilleure méthode, mais ça ne prend pas le langage scientifique pour l'instant en fonction speech to text. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas dans la roadmap de développement de Microsoft. Excellent. Est-ce qu'il y a une durée maximum pour la fonction dictée? Alors, pour la fonction speech to text, donc dictée, non. Il n'y a pas de durée maximum. Pour transcrire, qu'on a vu ici, là, il y a une durée maximum par mois par utilisateur. Alors, auparavant, elle s'indiquait ici en pop-up. Si je me souviens bien, c'est je crois que c'est 300. Je crois que c'est 300 minutes par utilisateur Ouais. par mois ou quelque chose comme ça. On a une confirmation de Marie-France Surprenant qui dit 300 minutes, Sébastien, même chose que toi. Magnifique, voilà. Tu vois, Ouais, et je le ouais. faisais de tête. Hein. Donc voilà, c'est ça, c'est Excellent. 300 minutes par mois. L'idée là, c'est de ne pas surcharger en fait les réseaux d'IA au niveau des serveurs. Et donc voilà, qu'il n'y ait pas de trop d'abus, mais voilà, c'est plus qu'il n'en faut pour un utilisateur standard, il n'y a pas de souci. Je vais prendre encore deux dernières questions, Sébastien. Si le texte est plus long, y a-t-il un time code pour une présentation plus longue, pour générer du sous-titrage, par exemple? Donc quand je suis en speech to text, d'avoir un timecode, c'est ça? Ou ici au niveau de l'import? Peut-être qu'Emmanuel pourrait préciser. À mon avis, c'est au niveau de l'import, je pense, hein, ici. Alors, je vais être très honnête, je ne l'ai pas testé. Je n'ai pas fait de très longs textes, par exemple de 30 minutes, enfin de très longs sons plutôt que j'ai uploadé. Donc,
ici, on a un système justement qui va pouvoir naviguer dans un chapitrage, mais qui n'est pas un chapitrage que j'ai défini. C'est l'IA qui va le définir à l'upload en fonction des silences et des temps morts qu'on va retrouver dans ma piste son, en fait. Donc, on peut naviguer grâce à ça très efficacement, mais je n'ai pas testé les limites, par exemple, pour un audio d'une heure ou des choses comme ça, jusqu'où on peut aller dans la précision de navigation. Puis dans le même ordre d'idée, est-ce que les rires sont détectés dans la piste audio? Exemple, un enregistrement, il y a des élèves qui rient, est-ce que ça va être transcrit? Alors, les rires ne vont pas être transcrits, non. En fait, le système va utiliser les mêmes technologies qu'on a dans Microsoft Teams pendant les conférences pour essayer d'isoler la voix principale. Alors, si on est dans un environnement très, 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 très bruyant, jusqu'à masquer la voix du speaker ou de la speakeuse, là, ça peut évidemment poser des limites pour l'outil, mais il faut déjà être dans une situation très bruyante. J'ai déjà testé en démonstration dans des conférences que j'ai données dans des salles de classe, parfois en présence même d'élèves, dans des amphithéâtres, même dans une université. Il y avait un bruit de fond sans aucun problème. La voix du speaker est prise en priorité. Excellent. On va poursuivre, Sébastien, puis on pourra reprendre des questions à la fin parce qu'il en restait. Oui, ça a suscité beaucoup de questionnements, cet outil-là. J'espère que ça suscite beaucoup d'enthousiasme aussi. Beaucoup, beaucoup de commentaires enthousiasme aussi que tu pourras lire tout à l'heure. Ok, super. Merci, Max. Donc, pour terminer un petit peu dans Word, pour l'aide et l'inclusion, je vais vous montrer encore 3 petites fonctionnalités. Alors, je vais commencer par l'aide ici qui s'appelle éditeur. Alors, là, on n'est pas forcément uniquement sur vraiment de l'inclusion, on est vraiment pour aider tout le monde. Mais ça va être intéressant aussi, évidemment, pour les élèves à besoins plus spécifiques. Qu'est-ce que la fonction éditeur? Eh bien, c'est un système AI, donc un système d'IA au niveau de la plateforme Microsoft, qui va aider la personne qui est en train de rédiger le texte à améliorer son texte selon toute une série de critères. Alors ici, je suis en train de créer un nouveau document devant vous depuis tout à l'heure, et le document est encore en cours de modification en temps réel. Donc pour l'instant, le système du rédacteur, donc de l'éditeur, est en train d'essayer d'établir son score. Il faudra lui laisser un tout petit peu de temps, une fois que j'aurai fait un premier draft de mon document, pour qu'il soit en mesure de me fournir ce score et sa grille d'analyse. Alors, ce qu'on peut tenter de faire, c'est éventuellement un refresh pour voir s'il a déjà pu faire une première analyse un peu plus poussée. Voilà, le temps que je parle, vous voyez que j'ai un score de 86%. Alors, ce score, il va être basé sur plusieurs paramètres. Donc, ce n'est pas un score d'orthographe uniquement ou un score de grammaire, c'est un peu plus complexe que ça. Déjà, le système va demander est-ce que le texte est écrit de manière formelle ou plutôt de manière occasionnelle. Et donc, en fonction de ça, il va redéfinir son analyse et redéfinir son score. Ensuite, le système va essayer d'analyser l'ensemble du document et ici, il m'indiquera un petit pop-up s'il y a des erreurs orthographiques qu'il veut me suggérer de corriger. Pareil, s'il détecte d'éventuelles suggestions au niveau grammatical. Ça, c'est des fonctions, vous dire qu'on connaît dans Word, en soulignant pointillé rouge quand c'est une faute d'orthographe, pointillé vert ou bleu quand c'est une faute de grammaire. On a déjà vu ça par le passé, mais évidemment, ici, il va pousser encore un petit peu plus loin l'analyse. Et là où ça devient très intéressant, c'est dans la liste ici des sous-critères. Il va, par exemple, essayer de détecter s'il y a un usage un peu abusif d'acronymes dans le texte. Trop d'acronymes, ça rend un texte très indigeste et très compliqué à comprendre. Et donc, le système va détecter s'il y a beaucoup d'acronymes, va dire, bon, vous avez mis beaucoup d'acronymes, peut-être qu'il faudrait mettre une légende, ou peut-être qu'il faut éviter d'utiliser tous ces acronymes et peut-être mettre les titres des éléments en entier, ce sera plus clair. Donc, il va analyser ça. Il va également analyser la concision du texte. Est-ce que le texte n'est pas peut-être un peu trop tiré en longueur? Est-ce qu'il n'y a pas des phrases de remplissage qui ne veulent rien dire au final, qui ont été ajoutées de manière un peu abusive? Et donc, il va suggérer de faire un texte plus concis si on tente de faire un peu de baratinage. Alors, le langage formel, donc par rapport à la grille qu'on a définie ici au-dessus, il va vérifier si on respecte l'usage d'un langage formel. Et si on commence à avoir des familiarités dans le texte, il va le détecter et il va nous dire, bon, ce n'est pas adapté à ce que vous voulez réaliser. Il va également ici vérifier qu'on emploie un langage non discriminant, qu'on n'emploie pas d'insultes, qu'on n'essaie pas
d'utiliser un langage qui pourrait être discriminant vis-à-vis d'une minorité, d'une population, d'une catégorie sociale, d'une nationalité. Donc, il va essayer d'aider à lisser ça un petit peu pour être le plus inclusif possible. Enfin, il va faire des suggestions par rapport à des usages dans le texte de références géopolitiques plus ou moins sensibles. Si évidemment, il y a des classiques, hein, si on a des mots comme Hitler, nazi, etc., il va évidemment réagir en général à ce genre de suggestions. Si on est dans un cours d'histoire, c'est tout à fait normal d'employer ce genre de termes. Si c'est pour une petite rédaction sur les amis dans ma classe en école primaire, c'est un peu plus bizarre de retrouver ça dans le texte. Donc, il va réagir. Enfin, le vocabulaire, il va vérifier s'il y a une bonne variété de vocabulaire. Est-ce que j'emploie pas trop de fois les mêmes mots de manière trop régulière, avec trop de répétitions? Et donc, il va me proposer, si jamais ce n'était pas le cas, alors de rajouter des synonymes à certains endroits par rapport aux mots. Et enfin, ici, nous avons deux menus d'information, les statistiques. Les statistiques sont un ensemble de ressources basées sur l'analyse du document, le nombre de mots employés, le nombre de mots différents. Donc là, j'ai 76 mots différents sur un total de 103. Donc, niveau variété de vocabulaire, je suis pas mal. Les caractères employés de typographie, 618 caractères employés en tout, 525 de variation, ce qui est plutôt très bien. Mon texte est découpé en 8 paragraphes. Il prend 1 minute à lire silencieusement et 1 minute à être lu à voix haute. Et il y a à ce niveau 2 suggestions au total qui pourront m'être faites dans l'analyse. Au niveau ici des principales corrections, bon là je n'ai pas opéré devant vous puisque je n'ai pas repris pour l'instant de propositions, mais on peut retrouver ici un historique selon une timeline des différentes modifications que j'aurais appliquées par rapport aux bons conseils de ce gentil petit assistant qui m'aide à optimiser mes documents Word. Donc il s'appelle Editor. Et comme on le comprend, il va faire de l'analyse également en modèle AI, donc il faut pour le coup que je le travaille en ayant un accès à une connexion Internet pour qu'il puisse me faire ces petits rapports. Et ici, vous avez juste à côté le pinceau qui s'appelle Concepteur, qui est un peu le frère ou le cousin de l'éditeur, mais au lieu, lui, de m'aider à faire du contenu, il va m'aider à faire de la mise en page. Donc, comme vous le voyez, il va, par exemple, me proposer une série de palettes avec des couleurs, des niveaux de titre et de style et de mise en forme, sans que j'ai besoin d'avoir aucune compétence en bureautique pour pouvoir réaliser ça. Je vais prendre l'exemple qui est ici, voyez, où on va avoir une restructuration, vous voyez, avec un joli en-tête décoré, avec ces petites sphères. Vous voyez que ma police a changé, mon espace d'interligne a été ici réadapté. Donc, j'ai vraiment une aide super intéressante. Alors, en plus de ça, le système va, ici, il a eu peu de temps pour analyser, mais parfois, il pourrait détecter, par exemple, que cette phrase-ci pourrait en réalité être un titre. Et dans ce cas-là, il pourra même parfois faire des propositions pour réadapter des mises à niveau de style. Et vous voyez qu'ici, le niveau de style titre 1 me propose une correspondance avec la palette ici qui a été définie, qui reprend un bleu très similaire à ce qu'on retrouve ici dans les teintes des images d'illustration d'en-tête un petit peu abstraites. On voit que fichier audio a bien été repris comme un titre 1 et transcription également, alors qu'il ne l'était pas dans la version originale de mon document. Donc, il a déjà fait la conversion pour moi de ces deux phrases en niveau de titre 1. Donc, c'est très puissant, très pratique et c'est vraiment pour égaliser, je pense, au niveau des apprentissages, les élèves à plus haute compétence bureautique et à plus faible compétence bureautique, puisqu'on a toutes et tous déjà rencontré ça, des élèves qui maîtrisent vraiment le fond du sujet, mais qui ne sont pas capables de faire une mise en page attractive quand ils vont rendre les travaux, ça va les pénaliser. Et à contrario, il y a des élèves qui sont hyper doués avec la mise en page, mais qui vont nous rendre des travaux complètement creux en termes de contenu, mais qui vont être avantagés pour le coup parce qu'ils ont pu faire quelque chose de joli. Et donc voilà, le concepteur, c'est un peu là pour redistribuer les cartes et égaliser le jeu. Voilà. Pour finir avec Word Online, Maxime, j'ai un dernier petit truc, comme je l'avais teasé dans une réponse de question. Depuis moins d'une dizaine de jours, une nouvelle fonction dans Word Online a été ajoutée en préversion dans le menu Insertion et elle s'appelle Dessin.
Et je la trouve aussi très inclusive puisqu'elle permet enfin, dans le Word Online, d'insérer beaucoup plus facilement les formes géométriques, des flèches, des tracés, des mises en page avec des zones de texte ou des images insérées. Et enfin, une capacité ici à pouvoir vraiment dessiner. Et donc, je vais pouvoir très facilement, sur un écran tactile ou avec un stylet sur un écran capacitif ou même en classe en projetant sur un tableau blanc interactif ou un écran numérique interactif ma surface de travail d'écriture face à ma classe, je vais pouvoir ici enfin faire de l'écriture manuscrite, du dessin, du schéma. Et alors, ce que j'aime beaucoup, 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 c'est que, en fait, ça va me créer un bloc de mon illustration que je vais pouvoir ensuite couper, placer à un autre endroit, mais l'ensemble est soudé en un bloc, ce qui le rend beaucoup plus facilement manipulable avec moins de risques. Et si je double-clique dessus, il repasse en mode édition et là, je peux à nouveau resélectionner les éléments indépendamment, utiliser la fonction gomme, la sélection en lasso qu'on va retrouver ici, le déplacement manuel au dessin au doigt. Et donc, je peux vraiment faire énormément de choses qui étaient pour moi un petit peu manquantes jusqu'à présent dans le Word Online. Et donc, ça, c'est une toute nouvelle fonction que j'aime également beaucoup. Voilà. Je ne sais pas si on a des questions ou remarques. Oui, j'en aurais 3 ou 4, Sébastien, sur ce que tu viens de montrer dans les 10 dernières minutes. Magali, qui est en France, nous dit qu'on n'autorise que très rarement les aides de type éditeur aux examens de type bac. Par exemple, Antidote commence à être refusé, grosse jurisprudence récente en France. Est-ce qu'on peut bloquer la fonction éditeur pour les examens? Techniquement, je pense que c'est faisable, oui. Par contre, ce n'est pas du ressort du professeur. Là, il s'agit d'une fonctionnalité qui doit être gérée au niveau du panneau admin du tenant, donc de la plateforme de l'institution. Donc, il faut s'en référer au service numérique IT en charge. Mais donc, les fonctions comme ça en AI Data Treatment, on peut les désactiver pour un tenant. Monsieur André Loisel nous dit un bel ajout dans Word 365, autant pour les enseignants que les apprenants. Donc, la fonction aller dans Review, Editor, Similarity. Utile lorsqu'on fait le sommaire d'autres recherches aussi. Et Monsieur Loisel te demande, selon toi, quel est le niveau de fiabilité? Je le placerai à un niveau moyennement élevé. Voilà. C'est une analyse assez personnelle de mes petits tests. Donc, il fait vraiment. Il est dans la tranche haute, je trouve, au niveau de la qualité des suggestions dans tout ce qu'il me propose, d'après mes tests. Mais j'invite évidemment chacun et chacune à faire ses propres évaluations et sa propre analyse en fonction de ce cours, ses matières, etc. Une question qui est revenue 2 fois, Sébastien. Est-ce que les modèles proposés dans le concepteur respectent les critères d'accessibilité universelle? C'est une très bonne question. Ils sont basés en fait sur différents templates de mise en page. Ils sont très lisibles. Maintenant, je n'ai pas poussé l'analyse jusqu'à vérifier s'ils sont tous compatibles à 100% parce qu'en fait, les thèmes, comme vous le voyez ici sur l'écran, on va en retrouver un très grand nombre juste pour un simple document ici. Et donc, il va essayer de prendre en considération essentiellement souvent des similarités d'esthétique, c'est-à-dire couleur, structure, mise en page des blocs. Donc, ici, il va chercher dans un choix plus large de polices. Il ne va pas se limiter aux polices les plus inclusives ou des choses comme ça. Donc, on peut s'en servir comme first draft, premier brouillon, et ensuite, après, le réaffiner et le réoptimiser en fonction de différents critères. Moi, c'est ce que je conseillerais. Excellent, Sébastien. Merci. On peut continuer. OK. Alors, donc voilà, au niveau de Word, je vous invite évidemment à aller faire un petit tour aussi pour votre culture dans le menu révision, où vous allez retrouver ici les paramètres de l'éditeur, justement, avec toutes sortes de réglages que vous pouvez faire dans l'analyse, les options de correction automatique, les langues de vérification, vos statistiques un peu plus détaillées. Les vérifications d'accessibilité, ça on n'en parle pas assez, Max, mais
pour des personnes, par exemple, malvoyantes, qui utilisent des lecteurs audio pour accéder au contenu des documents. Tout l'appareillage Microsoft propose, aussi bien dans Word Pro, local, dans Word Online, dans tous les outils, des suggestions d'accessibilité pour vérifier est-ce qu'on a mis une description de texte à telle image, est-ce que ce titre-là est bien lisible par un synthétiseur vocal, etc., etc. Donc, il y a vraiment un guide pour aider les enseignants, mais aussi les élèves et aussi toute personne qui crée des documents à les rendre les plus accessibles possibles. Fonction de traduction et plein d'autres choses, mais j'en ai un petit peu marre de Word pour aujourd'hui, donc voilà, j'ai envie d'aller faire un petit tour dans une autre application. Et donc, je vais rapidement ouvrir un PowerPoint pour l'exemple. Alors, ici, dans PowerPoint, je voulais juste montrer quelque chose d'assez génial. C'est que si je veux créer simplement un PowerPoint en me connectant sur PowerPoint online au niveau de ma plateforme, eh bien, juste comme vous venez de le voir ici, en ouvrant mon premier slide, en commençant à le rédiger, eh bien, directement à droite, vous avez un volet concepteur qui est le cousin de celui qu'on vient de voir dans Word et qui me propose des mises en page complètes en style visuel de mon deck PowerPoint. Donc, par exemple, ici, il a repéré le welcome et donc il me propose, pourquoi pas, cette super mise en page illustration avec, en effet, un petit symbole de bienvenue et d'accueil d'un nouveau collègue ou d'un nouvel élève dans la classe. Et ça, c'est vraiment génial parce qu'on a plein de propositions. Ça peut proposer des slides animés, ça peut proposer des slides statiques. Ça va s'adapter aux mots-clés qu'on utilise au niveau des titres et des textes dans les slides. Et si je rajoute des nouvelles diapositives, le style, vous voyez ici les lignes rouges, par exemple, qu'on va retrouver là, on va les retrouver ici aussi. Donc, il y a toute une palette complète de structures de style et de mise en page qui va être suggérée pour toute la construction du deck. Et donc, si je pars ici sur une liste des points, je pourrais dire, par exemple, voilà, introduction, bienvenue, je pourrais dire action, je pourrais donner ici des feedbacks et ici une conclusion. Voilà, je me fais une petite liste. Et donc, à partir de là, le concepteur, on voit ici, est en train de travailler. Il est en train de proposer des choses. Alors, ici, déjà, il me propose d'ajouter 5 diapositives dans le même style visuel directement après la première pour avoir déjà des petits drafts pour pouvoir travailler dessus. Mais également ici, il a pris ma liste de points et il me propose de les mettre un petit peu en page de manière sympa. On va par exemple, vous voyez, liste des points. Il me fait une liste, vous voyez, avec un petit visuel façon brique Lego avec plein de petits points bleus ou orange. Ou ici, une mise en avant de mes slides, vous voyez, avec un petit fantôme pour l'introduction, des petits ballons de bienvenue, un petit V pour les actions, un petit phylactère pour les feedbacks, et ici une ampoule pour les conclusions. Donc, il va essayer d'aller chercher, un petit peu comme on l'a vu avec le lecteur immersif tout à l'heure, hein, faire un peu des corrélations entre le texte et des propositions d'images et de structures pour nous permettre vraiment de créer des super decks PowerPoint en quelques clics, juste en ayant en tête les bonnes idées de ce qu'on veut mettre dedans en contenu et en le laissant nous guider et nous aider pour faire de la structure et de la mise en page. Ça peut aider énormément les élèves et énormément également les enseignants pour accélérer la création de contenu et faciliter tout ça. Donc, je trouve que c'est également très inclusif. Enfin, si on a des élèves qui ont besoin d'aller consulter les textes des diapos, on peut leur dire d'aller dans Affichage. Et là, dans Affichage, on va retrouver le lecteur immersif. Et là, on va avoir slide par slide l'ensemble du texte qui va pouvoir être réinterprété selon l'interface de lecture qu'on a découverte ensemble tout à l'heure, l'interface du lecteur immersif. Donc voilà, ça c'est vraiment une fonction super géniale dans PowerPoint que j'avais envie de vous partager. Et alors, peut-être une dernière petite chose dans PowerPoint, avant de consacrer les dernières minutes peut-être à un échange de questions-réponses avec l'audience, Max. Quand on veut construire une diapo un peu interactive, on peut faire un très chouette truc, très facile dans n'importe quel deck. Je vais par exemple vite ici mettre un carré voilà, dans cette diapo. Je vais déplacer ce carré par exemple ici en haut à gauche. Et ensuite, je vais dupliquer ma diapo et dupliquer ma diapo.
Voilà, slide numéro 3, le carré est en haut à gauche. Slide numéro 4, le carré va être en bas à gauche. Slide numéro 5, le carré, je vais le mettre en bas à droite. Et slide numéro 6, je vais mettre le carré en haut à droite. Je vais prendre tous mes slides, je les sélectionne. Je vais aller dans Transition, ici, et je vais choisir Morphose. Clac. Et maintenant, je vais lancer le deck et je vais vous montrer ce que ça donne. Clac, voilà. Welcome, introduction, blablabla. Voilà, introduction, bienvenue, action, feedback, conclusion, c'est génial. Et voici mon petit carré. Et voilà ce qui va lui arriver à ce carré. C'est que Morphose est capable, en fait, d'extrapoler d'une diapo PowerPoint à une autre des similarités dans les objets, des changements dans leur position ou dans leur forme, et de construire complètement l'animation en fait qu'on a vue sans que j'ai besoin de gérer quoi que ce soit. Donc, par exemple, si je rajoute ici un dernier slide avec le carré qui devient un immense rectangle, eh bien, vous allez voir, hop, si j'avance, hop, il se déplace 1, 2, 3 et 4. C'est parti. L'effet de zoom, vous voyez, c'est hyper fun, c'est hyper facile à faire. On peut le faire avec des images, des objets. Je vais faire une fois un chouette deck aussi avec des planètes du système solaire. Ça marchait vraiment, vraiment bien. Là, il est ici, je pense, je peux vite vous le montrer. Donc voilà, hop, vous voyez, donc ça c'était j'étais prof de sciences avant de travailler dans la tech. Et donc ici, par exemple, on va se trouver avec, hop, un deck avec le système solaire. Voilà, hop, animation des planètes qui viennent s'aligner, qui se déplacent les unes par rapport aux autres, qui viennent se réaligner par ordre de taille. Puis on va pouvoir en isoler une pour parler de Mars, puis on va parler ici ensuite de Neptune, puis on va pouvoir parler de la Terre. Et donc voilà, tout ça c'est Morphose en fait, c'est juste des images qui sont conservées d'un slide à l'autre et Morphose va générer, comme je viens de vous le montrer avec le carré, toutes ces belles animations complètement automatiquement, pas besoin de compétences, tout le monde peut le faire, aussi bien les profs que les élèves, c'est magique. Voilà, Max. Vraiment, vraiment génial pour ce que tu viens de montrer à la fin, tu iras lire les gens n'en reviennent pas. Incroyable, d'accord. wow. OK. C'est comme créer un petit film, c'est génial. Il y en a certains qui Ouais, disent qu'on se rapproche de Geniali. Alors, pour info, en fait, la Morphose, ça fait 3 ans que ça existe, mais personne ne le sait en général. Donc, ça existait exact. avant l'essor de Geniali. PowerPoint le faisait déjà, mais les gens ne le savaient pas. Donc, je le présente beaucoup parce que c'est un outil qui est sous-coté. Voilà. Exactement. Sébastien, si tu me permets, je vais reprendre des questions qui Vas-y. ont été écrites tout à l'heure lors de présentation d'autres outils. J'inviterai Bien aussi les sûr. participants pendant ces réponses-là. Si vous avez des questions, là, on va vous donner le droit d'ouvrir le micro pour les 5 dernières minutes. Donc, vous pouvez lever la main, puis on va aller chercher vos questions dans 2 petites minutes. Donc, Sébastien, il y avait une question qui était revenue 2 fois. Est-ce qu'on peut prendre un texte dans Word et le transformer en audio téléchargeable pour faire écouter sur le téléphone, par exemple? Ça, c'est une vachement bonne question. Alors, attends, le texte pour en faire un audio téléchargeable. Pas encore. Pas directement, en tout cas. J'imagine des hacks un peu, tu sais, en captation du son, du lecteur immersif en synthèse vocale ou des choses comme ça. Mais l'exporter nativement en fichier son type MP3 ou choses comme ça, Wave, non, pas encore. Mais c'est vraiment une très bonne question. Est-ce qu'il y a des différences dans les fonctionnalités si on utilise l'outil sur un ordi portable versus un appareil mobile? Oui. Au niveau des appareils mobiles, l'interface au niveau des OS Android et iOS, ça va être différent de ce qu'on va retrouver sur un desktop, que ce soit Windows, macOS ou Chrome OS. Mais les différences ne sont pas énormes. C'est souvent au niveau des menus. Par exemple, sur les formats smartphone, les menus sont répartis différemment. Les options sont moins nombreuses dans les menus pour faciliter la navigation. Mais l'essentiel, par exemple, toutes les options du lecteur immersif, on va les retrouver partout. Par contre, les options plus avancées que j'ai montrées, par exemple, dans Word, les outils, par exemple, pour l'éditeur ou l'outil de conception, ça, on ne va pas les retrouver sur une interface type smartphone parce que forcément, le smartphone n'est pas quand même, au final, le meilleur outil pour travailler très précisément toutes les fonctions de mise en page pour un document type Word qui a pour but d'être imprimé, par exemple. Okay. Donc, voilà. Merci.
Question sur la vérification de l'accessibilité. Est-il prévu d'y inclure les critères d'accessibilité du WCAG 2.0? Commentaires sur la hiérarchisation du contenu, interligne recommandée, grosseur de la police de caractère, etc. Pas seulement ce qui concerne les difficultés visuelles. Alors, c'est un service qui est en perpétuelle évolution. Donc, la réponse est évidemment oui. Maintenant, pour tout ce qui est timeline et savoir un petit peu le développement des outils, Roadmap Microsoft, il y a un site public en fait, voilà, qui est tout simplement la grande roadmap de développement de Microsoft. Vous pouvez l'afficher en français aussi si vous voulez traduire pour votre confort. Et donc, sur ce grand portail public, vous pouvez chercher ici par ID ou keyword, donc mots-clés, et par catégorie de produits, par type de plateforme, etc. Une fonctionnalité dont vous voulez pouvoir suivre l'évolution dans le temps. Et là, le système va filtrer alors toutes les publications qui sont déjà mises en place dans la roadmap avec souvent des timings. On voit par exemple ici qu'il y a des previews de plein de fonctions prévues pour juillet 2022, juin 2022 et ainsi de suite. Et donc, on peut vraiment aller faire de la recherche très approfondie là-dessus pour s'informer soi-même des évolutions de développement. Parfait. On aurait encore deux petites questions, mon cher. Une enseignante ici qui n'a pas d'adresse mail professionnelle, est-ce qu'elle peut avoir accès à Microsoft Éducation gratuitement tout de même? Non. Parce que Microsoft Education n'est pas un outil qui est mis à disposition des individus, c'est un outil qui est déployé au niveau des institutions scolaires. Donc, si cette professeure travaille dans une école, il lui suffit, entre guillemets, c'est pas toujours facile, mais d'aller contacter la direction de l'école, par exemple, et de dire, voilà, on peut déployer une plateforme Microsoft Education gratuitement au niveau de l'école, et à partir du moment où c'est fait, on crée des comptes pour les enseignants qui souhaitent l'utiliser au niveau de l'institution, et là, le professeur en question peut utiliser l'ensemble des outils. Mais ce n'est pas un produit individuel, c'est vraiment un outil en plateforme collective. Okay, très bien. Est-ce que le lecteur immersif est-il présent dans PowerPoint? Oui, je l'ai montré. Donc, OK. Il y a Annie Richard qui n'a peut-être pas bien capté ce moment-là. je peux y revenir. Si tu veux revenir dans PowerPoint, voilà. je vais avoir une autre question après pour toi aussi sur Affichage, PowerPoint. voilà, ici. Affichage. Lecteur immersif. Voilà. Alors, pour rebondir sur la question, Max, parce qu'elle est intéressante, où est-ce qu'on va retrouver le lecteur immersif? On va le retrouver au niveau des outils Microsoft dans l'Outlook Online et l'Outlook local, dans Teams, dans Word, dans Excel, dans PowerPoint, dans Forms, dans OneNote, indirectement dans Sway, ça je peux vite le montrer après. On va le retrouver aussi dans Stream et voilà, dans Whiteboard également. On va pouvoir le retrouver. Donc, quasiment l'intégralité des outils, en fait. Mais c'est aussi une technologie que Microsoft rend disponible en intégration gratuite par des développeurs tiers. Donc, par exemple, Genially est en train de s'intéresser très, très activement à l'intégration du lecteur immersif, mais Kahoot, par exemple, a déjà intégré ça. D'autres applications comme WooClap le font déjà également. On l'a intégré dans Flipgrid aussi. Donc voilà. Et alors, si tu me le permets, je vais juste vite ouvrir un article juste d'un blog. Donc, je vais prendre mon blog à titre d'exemple. Je vais juste ouvrir un article. Donc, mon blog est fait en WordPress. Donc, c'est juste pour préciser que c'est pas un site que j'ai codé moi-même avec des fonctionnalités magiques ou des trucs comme ça. Et en fait, quand vous utilisez le navigateur de Microsoft, donc le navigateur Microsoft Edge, donc avec ce petit logo ici, n'importe qui surfe avec Edge et qui va ouvrir un site qui est au minimum normalisé au niveau de sa structure et mise en page. Je pense par exemple les grands sites de médias, Wikipédia, tous les blogs qui sont faits en WordPress, les Wixit aussi, je pense, le font. Eh bien, en fait, il y a soit le raccourci clavier, si je me souviens bien, je crois que c'est F5, mais oui, F9, pardon, c'est F9. Si on appuie sur la touche F9 du clavier, eh bien, on va enclencher le lecteur immersif dans Edge. Et donc, on va pouvoir faire les choses que j'ai montrées sur des sites Internet ou des pages web qui ne font pas partie de la plateforme Microsoft. Donc, par exemple, ici, mon article, c'est un article WordPress. Soit j'appuie F9, soit il y a un petit symbole, il est un peu petit sur mon écran ici, mais qui apparaît dans la barre d'URL de Edge, qui est le symbole du lecteur immersif. Je l'active, boum, j'ai l'ensemble du texte du document et pour le coup aussi des petites images qui sont intégrées qui
me permet d'avoir ma lecture immersive. Le menu est presque pareil. Ici, j'ai lire à haute voix, préférences de texte, les mêmes options, c'est juste remis en page un petit peu plus petit. Outils de grammaire, les mêmes options avec les étiquettes et tout. Préférences de lecture, traduction, etc. On sait faire en fait les mêmes choses, mais là, on peut le faire sur n'importe quelle page web, sous réserve que la personne qui a publié la page web l'ait fait selon certaines normes internationales. C'est tout. Bien. Petite dernière question, parce qu'on a déjà dépassé le temps. Marie-Josée te demande, est-ce que le lecteur immersif fonctionne seulement en mode édition et non en mode affichage avec un document? Non, il est disponible en mode affichage et lecture seule, bien entendu. Il a été pensé en ce sens. OK. Excellent. Ben, voilà. Il est 13h02. Merci infiniment, Sébastien.